Salam alaikum. Pardon. Donc, toujours avec la topologie sur R. Donc, dans la vidéo précédente, on a démontré que l'union des ouvers d'une famille arbitraire des ouvers est ouverte et l'intersection d'une famille finie des ouvers, c'est ouvert. Et donc, une remarque que je voulais faire, c'est que ça sera uniquement pour les gens, bien sûr, qui ont vu la topologie générale, ou bien la série de la topologie générale, c'est que, quand vous avez remarqué, cette partie-là, quand on dit que l'union des ouvers, l'union arbitraire des ouvers est ouverte et l'intersection finie des ouvers c'est ouvert, dans la topologie générale, on ne la démontre pas. En fait, on part de ça. On dit que les ouverts, par définition, ils doivent satisfaire ça. Et après, on construit des choses par rapport au voisinage ou par rapport à ce qu'on appelle les éléments de base et ainsi de suite. Par contre, là, c'est l'inverse. Donc, on peut voir que là, on fait l'inverse. On parle du voisinage comme définition et on dit que les ouverts, ils sont construits des voisinages. Et après, on conclut que l'union des ouverts, c'est ouvert et l'intersection finie des ouverts, c'est ouvert. Et donc, du coup, on peut voir que on est parti dans deux choses qui sont différentes, bien qui sont inverses. Et ça, je l'ai dit bien sûr dans la topologie générale, c'est que le style de topologie sur R, par exemple, ce qu'on fait actuellement, c'est le style de la topologie métrique dans lequel on a des boules qui sont notamment des intervalles ouverts dans ce cas de R, des boules ouvertes, et à partir desquelles on va construire des choses. Par contre, dans la topologie générale, on n'a pas forcément les boules parce qu'on n'a pas forcément la notion de métrique, ce qui fait on est obligé de dire que les ouverts, ils ont la particularité, c'est que leur union, leur union, ça reste ouvert et leur intersection finie, ça reste ouvert. Et donc, du coup, là, ce qui est un théorème dans cette partie-là, c'est plutôt un axiome sur la topologie générale. D'accord? Et donc, bon, ça sera uniquement, c'est intéressant uniquement pour les gens qui font la topologie générale. Et donc voilà, donc c'est pas la peine de trop parler de ça. Alors maintenant, on a défini bien sûr cette notion des ouverts, mais on a une autre notion, bien sûr, qui est, même dans le langage, on va dire que c'est l'inverse, tout simplement, c'est la notion de fermé. Et qu'est-ce que ça veut dire la notion d'un ensemble qui est fermé? Alors un ensemble qui est fermé, avant de le définir, on va quand même définir une autre notion de ce qu'on appelle les points limites, d'accord? Ou bien les points d'accumulation. Moi, je garde toujours cette idée pardon, ce terme de point limite parce que même si il est très très rare dans les programmes francophones d'avoir le terme point limite, généralement c'est les points d'accumulation, mais je garde toujours le point limite, à chaque fois je le dis parce que je dois me rappeler quand même que il construit finalement des limites, d'accord? Donc la limite d'une suite, tout simplement, les points limites, ils sont des limites des suites, tout simplement. Et on va bien sûr démontrer cette équivalence entre les limites des suites et les points limites. Et donc, du coup, c'est pour cette raison que je dis toujours des points limites. On peut dire point d'accumulation. Je vais essayer au maximum de dire point d'accumulation parce que je pense que tous les programmes, ils vont utiliser le terme point d'accumulation. Et donc, je dois me rappeler de ça. Donc, avant, bien sûr, de définir ce que c'est qu'un fermé, on doit définir ce que c'est qu'un point d'accumulation. Donc, je vais l'écrire quand même point d'accumulation. On a bien sûr défini le point d'accumulation dans la topologie générale, mais on va le redéfinir au style de topologie sur R. Alors on a A, une partie de R, et X, c'est un point de R en général. Donc il n'est pas forcément dans A. Et donc on dit que X est un point d'accumulation de A si n'importe quel voisinage de X, c'est-à-dire que quel que soit les voisinages de X. Donc rappelons, quand on fait quel que soit des voisinages, c'est juste un raccourci pour dire que quel que soit epsilon supérieur à 0 tel que le voisinage. Donc ça c'est juste un raccourci. Quels que soient les voisinages de X, ils vont intersecter, ça je vais le faire avec une phrase, après je vais faire l'équivalence en termes de symboles, c'est que n'importe quel voisinage de X, le V epsilon de X intersecte A dans un point différent de X. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que n'importe quel voisinage de X,
il doit intersecter A, mais pas que dans X. C'est-à-dire que si tu arrives à trouver un voisinage de X et tu fais l'intersection avec A et tu trouves qu'il y a uniquement le point X qui fait partie de l'intersection, ça, elle est pas, on s'en fout de X, d'accord? Donc du coup, je dois trouver au moins un autre point qui est différent de X. Et bien sûr, si tu arrives à trouver le X, bien sûr, dans l'intersection, dans ce cas-là, le X, elle appartient à A, d'accord? Et donc, généralement, c'est pas forcément le cas. On ne doit pas avoir forcément X dans A. Mais si tu arrives à trouver effectivement que le X est dans A, et donc tu l'as trouvé dans l'intersection avec cet v epsilon, il doit pas, il doit pas être pris en compte ce X parce que on doit intersecter A sur un autre point. Et donc, du coup, autrement dit, ceci équivalent à dire, eh bien, ceci revient à dire que le v epsilon de X, il doit intersecter le A moins X. Donc, du coup, leur intersection doit être non vide. Donc, il ne doit pas intersecter que le A, il doit intersecter le A moins X. Bien sûr, s'il intersecte le A moins X, il va intersecter A, d'accord? C'est logique parce que le A moins X, il fait partie de A. Mais là, pour exclure pour dire en fait qu'il ne doit pas intersecter, ou plutôt qu'il doit intersecter A dans un autre point différent de X, pour ceci, en fait, on exclut le X de A et on dit que l'intersection va être non vide. Donc, du coup, c'est pour cette raison que j'utilise cette écriture. Alors, ça, juste pour dire la différence pour les gens qui ne sont pas familiers avec le terme moi, ça, tout simplement, c'est la différence, ou bien, comme ça, on va dire que le complément de X dans A, ça, on peut l'écrire, bien sûr, il y a des programmes qui l'écrivent sous la forme de A anti-slash epsilon. Moi, j'utilise cette notation parce que ça sera uniforme dans tous les playlists qui vont bien sûr faire intervenir la différence. Donc du coup c'est ça la définition de point limite. Et la première des choses que je vais montrer, c'est avant de définir bien sûr ce que c'est qu'un fermé, c'est de dire finalement ces points de limite ou bien points d'accumulation, ils sont tout simplement des limites des suites dans A. Et donc, du coup, c'est pour cette raison, bien sûr, que j'utilise le terme point limite. Donc, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante, que X est un... Dorénavant, je vais écrire un PA, comme ce que j'ai fait sur la topologie, comme ça, c'est un point d'accumulation. Est un PA de A, bien sûr, qui est dans R, si et seulement si, donc on a une équivalence, il existe... ou bien tout simplement, c'est seulement si il existe voilà, une suite Xn dans A, donc c'est-à-dire une suite qui a tous les termes dans A, tels que le Xn, les termes Xn, ils sont différents de X, et je vais expliquer pourquoi ils doivent être différents de X. Et bien sûr, le X, c'est la limite de la suite. Donc du coup, ce qu'il dit tout simplement, ce théorème, c'est que X est un point d'accumulation de A, si et seulement si tu arrives à trouver une suite qui est dans A, tel que tous les termes ils sont différents de X, et comme j'ai dit, je vais expliquer pourquoi on doit avoir des termes qui sont différents de X, et la limite de Xn, c'est le X, ou bien la suite Xn converge vers X. On va bien sûr démontrer ce théorème. On va faire la démonstration. Alors pour ceci, on va bien sûr démontrer la première implication. Donc on a X est un PA de X, est un point d'accumulation, pardon, est un point d'accumulation de A qui est dans R. Et donc du coup, on doit bien sûr pour prouver l'implication, on doit trouver une suite ou bien on doit construire une suite qui satisfait ces deux conditions, c'est-à-dire qu'ils convergent vers le X, mais ces termes, ils sont tous différents de X. Donc pour ceci, rappelons bien sûr le fait que X est un point d'accumulation de A, ceci implique que n'importe quel voisinage de X, il va intersecter le A moins X. C'était ça la définition d'un point d'accumulation. Donc particulièrement, pour des epsilons qui s'écrivent sous la forme 1 sur n. D'accord? Donc, ce qui m'intéresse, c'est je vais les appeler epsilon n. Donc, parce qu'il va m'intéresser plusieurs epsilon n. Donc, il m'intéresse ces epsilon n qui s'écrivent bien sûr, qui sont sous la forme 1 sur n, tel que n dans n étoile, bien sûr. Parce qu'en fait, ça c'est vrai pour tous les epsilons qui sont supérieurs à 0. Donc, particulièrement pour les 1 sur n qui sont bien sûr supérieurs à 0, on a
le V epsilon n de x intersection A moins x, bien sûr, il va être différent de l'ensemble bit parce que ça c'est vrai pour tous les voisinages. Ça c'est pour tous les voisinages. Et donc du coup, puisque cette intersection est non vide, donc je peux trouver un élément, tout simplement A, qui fait partie de V epsilon n de x intersection A moins x. Et je vais l'appeler AN. Pourquoi je vais l'appeler AN? Je vais l'indexer sur n parce que pour chaque V epsilon n, je vais choisir un AN. Donc, par exemple, pour V, pour l'epsilon 1 est égal à 1 sur 1 qui est 1, par exemple, je choisis un A1 qui fait partie de V epsilon 1 de x intersection A moins x. Et pour epsilon 2 qui sera 1 sur 2, par exemple, je vais choisir le A2 qui va faire partie du voisinage V epsilon 2 de x intersection A moins x. Et ainsi de suite. Et rappelons que bien sûr ces voisinages, généralement ils sont différents. Donc le V epsilon 1 c'est un voisinage de x et le V epsilon 2 c'est un autre voisinage de x. Et donc je continue bien sûr dans ce processus et je construis la suite de cette façon. Et donc, du coup, la suite AN que je vais construire, elle va satisfaire, la première des choses, c'est que tous ces termes, ils vont être différents de x. Pourquoi? Parce que les AN, ils sont choisis de l'intersection de V epsilon n de x avec le A moins x. Donc, le x, il est exclu de A. Donc, il n'y a aucune possibilité d'avoir AN est égal à x. Sinon, c'est pas logique. Bien sûr, ceci, bien sûr, implique que AN est différent de x. Ça, c'est quel que soit n dans n étoile. Et donc, du coup, je peux voir que j'ai pu construire une suite. D'accord? Donc, on considère, bien, on construit la suite AN, par exemple. N dans n étoile, il faut faire attention parce que elle est construite à partir des epsilons qui sont 1 sur n, ce qui fait que le n est égal à 0 n'est pas inclus. Donc, du coup, on a montré tel que un n différent de x, et ce qu'il reste à montrer tout simplement qu'il converge vers le x pour ceci. Et donc du coup, la façon dont on a construit bien sûr ça, donc AN, il fait partie de V, voilà, epsilon n de x intersection de A moins x. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il appartient à V epsilon n de x. Bon, bien sûr qu'il appartient à l'intersection, ça va impliquer qu'il appartient aux deux parties. Mais ceci, ce qui m'intéresse, c'est que il appartient à V epsilon n de x. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le fait que AN était dans le voisinage de x, ceci bien sûr va impliquer par définition que le AN moins x en termes de valeur absolue, c'est inférieur à epsilon n. Et c'est quoi epsilon n? On a pris ça, c'est 1 sur n. Donc qu'est-ce que je trouvais? Bien sûr, ça c'est pour tous les n dans n étoile. Donc ce que je trouvais, c'est que les termes de la suite, les termes de ma suite que j'ai construit, leur distance par rapport à x, elle est majorée par le 1 sur n. Alors, comme on a vu dans la suite, c'est que le 1 sur n, bien sûr, il converge vers 0. Donc, en fait, le 1 sur n en tant que suite, il converge vers 0. Ceci implique, et rappelons que, bien sûr, dans les suites, on a montré que j'ai une suite un qui est inférieure à vn. Si le vn tend vers 0, avec le n va tendre vers 0, d'accord? Bien sûr, les deux, ils sont positifs. Et donc, ceci va impliquer que, finalement, le AN moins x, il tend vers 0, ce qui implique finalement que le AN, il tend vers x en tant que suite. Alors ça, on peut le faire de cette façon, comme on peut le voir tout simplement d'utiliser le fait que, puisque AN moins x est inférieur à 1 sur n, alors le 1 sur n, c'est inférieur à n'importe quel epsilon que tu as choisi pour certains termes à partir du n epsilon. Donc en fait, ce genre d'argument, on l'a fait pas mal de fois dans les suites numériques. Ce qui veut dire finalement que le AN-x est inférieur à n'importe quel epsilon arbitraire que tu as pris, bien sûr pour des termes, pour des indices n, ou bien pour un infinité de points, des n qui vont après le n epsilon. Ceci bien sûr implique que finalement la suite AN, il tend vers le x. D'accord? Et donc du coup on a pu bien sûr construire une suite qui converge vers la limite x. Et donc voilà. Donc du coup, pourquoi en fait j'ai exigé que, je pense pas qu'on va avoir le temps pour expliquer, mais enfin dans la vidéo prochaine je vais expliquer pourquoi les termes AN ils doivent tous être différents de x, premièrement, et je vais quand même revenir, parce que j'ai pas expliqué pourquoi dans le théorème de l'intersection des ouverts et ouverts, on a exigé qu'elle soit finie. Donc je fais ça dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.